Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Cette chronique est consacrée aux femmes et aux enfants durant la Première Guerre mondiale. Wow! Oui. Hé! Quoi? C'était ma sœur! Merde! J'en savais rien, moi. Qu'est-ce que j'en sais? C'était sa sœur. C'était pas écrit sur elle, c'était sa sœur. Bon, bref, femmes et enfants durant la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre, donc, la France est victorieuse, certes, mais aussi profondément marquée, affaiblie et bouleversée. Le bilan est lourd, la population a été décimée et les destructions matérielles, considérables alors, ont paralysé toute l'activité économique. Selon l'économiste Keynes, un voyage à travers les régions dévastées de la France est plus impressionnant pour les yeux et l'imagination qu'il n'est possible de le dire. Néanmoins, le bouleversement de la société française, de son équilibre, plus précisément, s'il est évident à la fin de la Grande Guerre, débute dès le commencement des hostilités. Pourquoi? Parce que la France métropolitaine a mobilisé 75% de sa population masculine en âge de combattre, c'est-à-dire de 20 à 55 ans. C'est la raison essentielle pour laquelle les femmes, parfois devenues chefs de famille, et les enfants ont remplacé les hommes dans de nombreux emplois. Certes, cela s'est fait progressivement, cependant, une fois dissipé l'espoir d'une guerre courte, leur concours s'est avéré essentiel. On a tous en tête l'exemple des munitionnettes, qui est d'ailleurs souvent cité, parfois celui des postières également. Mais qu'en a-t-il été en Vendée, département rural dont l'activité principale est agricole? Comment femmes et enfants vendéens se sont-ils immédiatement organisés? Car il ne pouvait pas en être autrement pour les métiers de la ferme, pour suppléer mari et père se retrouvant sur le front du jour au lendemain. En août 14, voici l'appel du président du Conseil, René Viviani, qui encourage femmes et enfants à remplacer à l'arrière les hommes partis sur le front. Voici ce qu'il dit. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. En quelque sorte, eux aussi mobilisés, ils doivent prendre toute leur part dans la guerre pour faire tourner l'économie. Les récoltes, comme la préparation de la saison suivante, sont essentielles. La campagne doit survivre, certes, mais aussi nourrir le front. Et la mobilisation générale intervient en pleine période des moissons. En terre vendéenne, essentiellement rurale donc, et sans grand complexe industriel, le problème est d'importance, car il faut remplacer de toute urgence, sur le champ, devrais-je dire, les hommes partis au champ de bataille et n'étant donc plus, bien évidemment, dans leur champ. Un travail physique que femmes et enfants connaissent, certes, car ils ont toujours aidé le père de famille, mais qu'ils doivent désormais mener seuls ou aider des hommes les plus faibles et des vieillards restés sur place, car non mobilisés. Ces derniers prendront également toute leur part de labeur. Mais le travail est rendu plus difficile qu'à l'ordinaire. Le matériel est inadapté et il y a pénurie de bétail. Fermiers du jour au lendemain sont donc obligés d'accomplir des tâches laborieuses telles que labourer ou faucher à la main, les animaux de trait ayant été mobilisés ailleurs, vous vous en doutez bien. En conséquence, malgré toute la bonne volonté, ce travail n'arrivera pas à combler le départ des hommes. La production agricole vendéenne baisse, elle n'est pas la seule d'ailleurs, notamment parce qu'une partie des terres n'est plus cultivée, faute de moyens humains. La correspondance d'un jeune couple de Vendéens à l'épreuve de la guerre, Joseph Mady et Églantine Bardin, conservée alors aux archives de la Vendée, témoigne de la vie ordinaire hors front qui doit continuer et qui revêt en quelque sorte un caractère extraordinaire. Églantine évoque notamment les travaux agricoles menés. Toutes les correspondances font généralement allusion à ce labeur. Éric Necker cite dans ses travaux Charlotte Ménard, qui en parle régulièrement à son mari Louis. Voici ce qu'elle dit le 15 octobre 1915. « Je voudrais m'entretenir plus longtemps avec toi, mais faut que je m'en aille au champ encore. » Voici ce qu'elle dit le 22 mai 1916. « J'étais tellement fatigué hier soir, j'ai labouré dans le bas toute la journée. » Mais il ne faut pas non plus oublier le travail à l'usine, qui existe également en Vendée, bien qu'il soit d'une importance minime. Une trentaine d'usines fournissent du matériel pour la guerre, d'autres de la nourriture. On peut citer l'exemple de l'usine Gendreau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui fournit des conserves pour l'armée. À la fin de la guerre, la démobilisation obligera les femmes, pour la plupart, à reprendre leur place d'avant-guerre. Contrairement à une idée répandue, le conflit a peu modifié les structures de l'emploi féminin, encore moins en Vendée, terre agricole. La prochaine chronique sera consacrée à Richelieu. Oui, celui qui a dit à propos de l'évêché de Luçon que c'était, je cite, le plus vilain évêché de France, le plus crotté et le plus désagréable.
Ah ben bravo, ils vont être contents, les Luçonnais. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas. Ah non, vous allez beaucoup me manquer.